L'échiquier international, bienvenue pour une édition spéciale. Le régime français en zone de turbulence, voire en crise politique ouverte. Ce matin, le Premier ministre français Sébastien Lecornu a présenté sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a accepté. On ne peut pas être ministre quand les conditions ne sont pas remplies, dira-t-il en fin de matinée pour expliquer son départ. Or, le gouvernement Lecornu avait été annoncé hier, incluant 12 membres de l'équipe Bayrou, ce qui avait provoqué moult réactions même au sein des alliés de Macron et autres colères chez le camp de la droite. Les yeux sont désormais rivés vers le président de la République français, dont les scénarios pour la suite se réduisent. La vie politique française désormais en apesanteur. On décortique le tout ensemble, à tout de suite. 836 minutes, un record, celui du gouvernement le plus éphémère. En effet, le désormais ex-premier ministre Sébastien Lecornu a présenté sa démission au bout de 836 minutes, après avoir annoncé la composition de son équipe gouvernementale. Alors, si la dissolution du 9 juin 2024 a été un séisme, celle d'aujourd'hui devrait aussi enregistrer une onde de choc, même si les deux séquences sont liées. Qu'en est-il des retombées sur la politique française? On va en parler et pour cela, c'est une première. On est content de recevoir François Asselineau. Bonsoir. Merci de me recevoir et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors, homme politique français, vous êtes président de l'Union populaire républicaine. Merci d'être des nôtres. Également avec nous, Hichem Lemmissi, analyste en géopolitique. Toujours un plaisir de vous recevoir, Hichem. Merci d'être là. Bonsoir et merci encore pour l'invitation. Et enfin, il est avocat, enseignant d'ailleurs parfois à Alger. Il s'agit de François Vannesson. Bienvenue. Merci beaucoup de votre invitation. Alors, entrons vite, messieurs, dans le vif du sujet. Le Premier ministre, on l'a dit, Lecornu a présenté sa démission quelques heures après avoir composé son gouvernement. Les partis politiques multiplient les réunions de crise depuis ce matin pour affiner leur stratégie. Alors, François Asselineau, au niveau de votre parti, l'UPR, comment avez-vous reçu cette nouvelle, à savoir la démission de Sébastien Lecornu ce matin ? Écoutez, avec surprise quand même, parce que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de France. Voilà. Et le gouvernement le plus bref de l'histoire de France, il était celui de M. François Marsal le 10 juin 1924 sous la Troisième République et qui avait duré une journée entière. Là, le gouvernement, il n'a même pas duré, comme vous l'avez dit, 836 minutes, c'est-à-dire à peu près 12-14 heures. Et encore, le gouvernement n'a même pas été entièrement formé, puisque c'était une première salve qui a été présentée, celle des ministres et des ministres délégués. Et M. Lecornu s'était réservé la possibilité, il avait annoncé qu'il annoncerait dans les jours suivants la liste des secrétaires d'État. Donc il n'avait même pas fini de présenter son gouvernement qu'il a dû démissionner. Alors évidemment, c'est quand même une surprise, c'est pour le moins inattendu. Cela étant, dès qu'on avait eu connaissance hier soir de la composition de son gouvernement, ça a soulevé évidemment un tollé général. Dans l'ensemble de la classe politique française, il a réussi à mécontenter absolument tout le monde. Et pourquoi ça? Essentiellement pour deux raisons. La première raison, c'est que M. Lecornu avait annoncé qu'il allait pratiquer une rupture sur la forme et sur le fond par rapport à son prédécesseur. Il a en fait négocié pendant 27 jours un nouveau gouvernement et il a sorti un gouvernement où il reprenait tous les ministres de l'ancien. À quelques exceptions près, il a annoncé 18 ministres, il y en avait 13 qui étaient dans l'ancien gouvernement et puis il y en a 2-3 qu'il avait ajoutés. Donc c'est vraiment se moquer du monde. Il n'y avait absolument aucune rupture. Et puis il y a une deuxième raison, c'est qu'il a par ailleurs donné le ministère des Armées à M. Bruno Le Maire, qui est honni par la population française, puisque c'est l'ancien ministre de l'économie et qui, en l'espace de 7 ans et 4 mois, a contribué avec Macron et avec Édouard Philippe à ruiner la France, en fait, à augmenter de plus de 1 000 milliards d'euros la dette de la France. Il nous a également fâchés avec beaucoup de pays du monde, et en particulier, c'était lui, le fameux auteur de la phrase qu'il allait mettre l'économie russe à genoux grâce aux sanctions. En réalité, c'est l'économie française qui l'a mise à genoux, et la Russie se porte finalement assez bien, même plutôt très bien, malgré les sanctions qui ont été prises par les Européens.
Donc Monsieur Lecornu a donc choisi, sans en avoir parlé, semble-t-il, aux Républicains et à M. Retailleau, il a fait ça en douce au dernier moment. Il a placé M. Le Maire au ministère des Armées. C'était un chiffon rouge, parce que M. Le Maire, comme je l'ai dit, c'est à la fois l'incompétence et la fourberie, puisqu'il avait trahi François Fillon pendant la campagne présidentielle de 2017. Et puis c'est également quelqu'un qui, vous savez peut-être que pendant qu'il était ministre des Finances, il n'a rien trouvé de mieux que de publier un roman aux accents pornographiques, ce qui est quand même inimaginable de la part d'un ministre de la République, au moment où on attend de lui le sérieux et la prise en compte des graves problèmes de la France. Alors ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc du coup, le groupe Les Républicains, qui, encore une fois, n'avait même pas été tenu au courant de la composition du gouvernement. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'amateurisme général, on va en parler. Le jeu de mensonges qu'il y a. Enfin, on se croirait dans, je ne sais pas, dans la Rome des Borgia ou dans la Florence de la Renaissance où tout le monde essaye de poignarder tout le monde. Donc finalement, les Républicains ont fait savoir qu'ils n'allaient pas y aller. Et donc M. Lecornu en a tiré la conséquence en ayant présenté sa démission. Au total, le plus extraordinaire de l'histoire, c'est les tout derniers développements qui datent de moins d'une heure, c'est que M. Macron a demandé à M. Lecornu de réfléchir à une plateforme de stabilité et de je ne sais pas quoi pour la suite des événements. Mais c'est du délire. C'est-à-dire qu'on voit bien que le président Macron tout le monde sait que c'est quand même quelqu'un qui est un psychopathe. Hein, je ne cache pas mes mots, mais tout le monde le sait en France et à l'étranger. Il ne tient pas compte du réel. C'est-à-dire que là, il a un Premier ministre qui lui claque dans les doigts. Comme vous l'avez rappelé à juste titre, il a accepté la démission du Premier ministre. Et après 12 heures de réflexion, il demande au ministre démissionnaire de continuer à réfléchir à la constitution d'un gouvernement. Mais justement, le ministre c'est un déni et de la folie. Le ministre démissionnaire ou l'éphémère ex-chef du gouvernement Lecornu s'est exprimé depuis l'hôtel Matignon ce matin. Il le dit, il y a beaucoup de choses dans sa déclaration. On ne peut pas être Premier ministre quand les conditions ne sont pas remplies. Il a également parlé d'appétit partisan qui l'aurait empêché de construire un cheminement. Ce sont ses mots. Et j'aime ici, il sous-entend beaucoup de choses, Lecornu, avant de claquer la porte. Pourquoi cette démission, selon vous, à ce moment-là ? Parce que je vous le dis, parce qu'il s'est rendu compte. Alors, ce que je dirais, c'est que cette démission, elle a de multiples. J'aime la Missy. Elle a de multiples causes. Hein. Elle a de multiples causes, cette démission, et parmi elles, l'on sait, d'après un certain nombre de quotidiens et aussi de reprises politiques, hein, eh bien, que l'origine la plus probable de cette démission serait liée à un conflit plus ou moins ouvert avec l'ancien ministre de l'Intérieur, donc Monsieur Retailleau, et le fait que Lecornu ait voulu en fait imposer Bruno Le Maire à la tête du ministère des Armées et que Retailleau y était totalement opposé, et que malgré cette opposition, en fait, Lecornu a fait passer en fait de force, sans que son homologue républicain ne soit mis au courant, eh bien, ce choix de ministre qui ne faisait pas consensus, et c'était un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais j'ai envie de dire que les raisons, en fait, elles sont beaucoup plus structurelles et ne sont pas simplement liées à des petites questions politiciennes. C'est une situation de crise politique extrêmement grave en France qui dépasse, en fait, simplement la crise ministérielle pour toucher peut-être, si j'ose dire, à quelque part une crise de régime. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes confrontés aujourd'hui à une situation où la présidence actuelle n'est plus capable en fait de nommer un Premier ministre qui puisse asseoir son autorité sur une majorité parlementaire à cause des particularismes actuels et notamment de la division, si j'ose dire, du front populaire au sens sociologique du terme, qui fait que une élection parlementaire, une élection législative censée donner la parole au peuple, en fait, fait élire en réalité une majorité polarisée, d'un côté Rassemblement National et de l'autre côté Extrême Gauche ou LFI, qui représente en vérité la plus grosse partie des classes populaires, mais qui, pour des raisons politiques, en fait, sont en incapacité de pouvoir se lier ensemble et ainsi pouvoir gouverner. Du coup, on se retrouve avec un pôle central, entre guillemets, dominant, constitué des intérêts de classe dominants,
qui réussit en fait à maintenir une emprise gouvernementale malgré une minorité de fait. Et c'est de là en fait que vient la crise politique actuelle en France, outre le fait que nous sommes dans un cadre de régime dit présidentialiste où le président est censé pouvoir s'asseoir sur une majorité forte, ce qui n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on a une majorité déstructurée, qui fait qu'en fait ce régime de type présidentialiste eh bien, se transforme en une espèce de régime parlementaire, et que nous avons fait affaire à un blocage, et qu'une situation qui serait tout à fait normale dans n'importe quelle démocratie libérale classique, que ce soit en Italie, en Allemagne ou même ici, d'où je parle, en Suisse, avec des partis politiques responsables en capacité de constituer en fait des majorités de gouvernement, eh bien en France, cela n'est pas possible et mène en fait à une situation de crise politique particulièrement grave et dangereuse, et d'autant plus grave et dangereuse qu'à la tête de la France, on a un leadership à travers Emmanuel Macron qui en fait ne porte aucune vision d'avenir pour la France, aucune vision stratégique. C'est-à-dire que lorsque Macron ou ses ministres parlent, ils ne sont porteurs d'aucun espoir, d'aucun projet en fait pour la France, alors que partout ailleurs, si nous regardons ce qui se passe en Chine, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe même en Algérie, nous avons en fait des dirigeants qui sont porteurs d'une vision de développement, qui voient sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et cela en France, eh bien, cela n'existe plus depuis très longtemps. Alors, même question posée différemment à François Vannesson, se souvient de la dissolution du 9 juin 2024, perçue par la classe politique et médiatique française comme un séisme. On pourrait dire d'ailleurs que l'événement du jour en est un peu une conséquence. Macron, semble-t-il, n'arrive pas à stabiliser des gouvernements depuis quelque temps. Le Cornu, on a quelques chiffres, le Cornu tient 27 jours et un gouvernement de 14 heures. Bayrou, 270 jours. Barnier, 99 jours. Attal, 240 jours. Être Premier ministre de Macron semble être de moins en moins évident, de moins en moins facile. Quelle est votre analyse? Quel est votre avis? Alors, ce qui est sûr, c'est que la légitimité de la durée de François Bayrou, elle a été essentiellement due au fait qu'il est temporisé, parce que finalement, il aurait dû tomber aussi rapidement que Barnier. Rien ne justifiait qu'il reste aussi longtemps. C'est parce qu'il a fait des promesses. En fait, il a essayé de ménager l'aile gauche, notamment sur le sujet des retraites, qui était assez clivant. Mais finalement, il aurait dû tomber directement. Le sujet d'Attal, c'est finalement la dissolution. Ce qui est clair, c'est que Emmanuel Macron a été incapable de comprendre, de saisir ce qui impliquait finalement sa défaite législative, alors soit aux européennes, soit aux législatives, mais de fait, il aurait sans doute dû démissionner, puisqu'aujourd'hui, il n'a plus de légitimité. Hein. C'est ce que disait François Asselineau. Il y a un problème. La Ve République a été faite pour une verticalité, avec quelqu'un qui inspire et finalement qui dispose d'une majorité forte. Quand on est privé de majorité, et qu'en plus, on ne peut pas se représenter, hein, puisque finalement, depuis la réforme de la Constitution, avec le passage du septennat au quinquennat, le président ne peut plus se représenter, et ce qui fait qu'effectivement il n'y a pas de portée, de vision vers de futur construit, et ce qui fait qu'aujourd'hui on sait plus trop pourquoi Macron doit rester et pourquoi il veut rester. Alors, on sait pourquoi il veut rester, parce qu'il tient à faire son mandat jusqu'au bout, mais en tout cas, il a perdu toute légitimité. C'est un vrai problème politique, puisque d'habitude, la Ve République a été faite clairement autour du général de Gaulle, de la personnalité du général de Gaulle, et aujourd'hui, Macron est incapable d'incarner ce rôle, sachant qu'il est privé de majorité, et il est même contesté au sein de ce qui reste de macronisme, puisqu'on a vu les dissensions avec Attal. Gabriel Attal a subi finalement la dissolution qu'il n'avait pas du tout souhaité en 2024. Et aujourd'hui, tout le pôle, ce qui restait des macronistes aujourd'hui, n'est même plus en faveur du président. Il y a très peu de personnes qui soutiennent encore le président, tout simplement parce qu'ils ont l'impression d'avoir perdu justement leur poste de député ou de ministre à cause de Macron. Alors,
François Asselineau, pourtant, tous ceux qui ont approché Emmanuel Macron, il y a beaucoup d'écrits, beaucoup d'articles, même des gens en privé en parlent comme un homme intelligent, rusé, avec une mémoire plutôt exceptionnelle. On a du mal à croire que le séisme d'aujourd'hui n'était pas prévu par lui ou ses conseillers. Alors, je vous pose la question directement. Emmanuel Macron, selon vous, est frappé d'amateurisme ou plutôt on peut voir un calcul froid, une sorte de Machiavel des temps modernes? Tout à l'heure, vous avez parlé des Borgia. Moi, je convoque une autre figure beaucoup plus cynique. Alors, moi, il se trouve que je connais un petit peu Emmanuel Macron puisque j'étais à l'Inspection générale des finances et lui était entré à l'Inspection des finances un certain nombre d'années après moi, mais je l'ai un peu reconnu. C'est quelqu'un qui n'avait pas une bonne réputation. Et on lui a fait une réputation avec des personnalités interlopes comme Mimi Marchand ou comme des agences de communication. On a présenté M. Macron comme le Mozart de la finance, comme un homme extraordinairement intelligent. Ça n'est pas du tout le sentiment que j'ai. C'est quelqu'un qui est en fait quelqu'un qui est extrêmement narcissique, qui ne supporte pas que quiconque s'oppose à lui, qui se complaît dans des discours creux et dans des formules. Il vit dans un rêve, il vit dans un monde irréel. Et je mets tout à fait en doute que ce soit quelqu'un d'extrêmement intelligent et de machiavélique. La meilleure preuve d'ailleurs, on l'a eu en 2024 avec la dissolution. À supposer même qu'il ait eu envie de faire une dissolution, il aurait dû, le minimum en matière politique, eût été d'attendre la fin que les Jeux Olympiques se soient déroulés, puisqu'à la fin des Jeux Olympiques, il a bénéficié d'un petit état de grâce parce que les Jeux Olympiques se sont bien passés, et donc il aurait certainement eu de meilleurs résultats pour son propre camp. Ce qui prouve qu'en matière de tempo, de choix de décision, ça veut dire qu'il n'écoute que lui-même, et ça veut dire qu'en fait, il a fait des très très mauvais choix. Donc ça, c'est le premier point. Moi, je mets formellement en doute le fait que ce soit quelqu'un de supérieurement intelligent. Et je voudrais dire, je partage absolument ce qu'ont dit les deux interlocuteurs dont la finesse d'analyse est tout à fait remarquable. Je souscris à ce qu'ils ont dit. Mais je voudrais ajouter quelque chose qui me paraît fondamental. Et que, d'ailleurs, la plupart des analystes ne voient jamais, c'est qu'il y a un éléphant dans le couloir, comme disent les Anglais. L'éléphant dans le couloir, c'est que la France n'est plus dirigée par les Français. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Enfin, ici, je m'adresse à un public algérien. Imaginez que l'Algérie fasse partie d'un groupe de 27 États censés construire l'Afrique, par exemple, l'Union africaine, et où il y aurait l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Mali, le Niger, le Ghana, la Côte d'Ivoire, etc., et que toutes les décisions soient prises par une commission européenne, non pas européenne, mais une commission africaine qui serait fixée, par exemple, à Monrovia, voilà, et où vous auriez des responsables qui n'auraient été élus par personne et qui dicteraient, par exemple, aux Algériens ce qu'ils doivent faire. C'est ça, en fait, la situation. Et ceci, c'est l'idéologie de la construction européenne qui est cachée, en fait, aux Français. C'est-à-dire que les Français n'arrivent pas toujours... Enfin, moi, je fais depuis 18 ans un effort de formation politique et de plus en plus de gens commencent à comprendre ce qui se passe. Mais ceci est absolument caché, notamment par les grands médias français, donc qui sont détenus pour la plupart d'entre eux par des oligarques, comme par exemple Martin Bouygues, ou bien comme Bolloré, ou Bernard Arnault, etc. Pourquoi ça? Parce que la construction européenne, dans les traités européens, pose le principe de la libre circulation des capitaux, le principe de la libre circulation des marchandises et des personnes. C'est ça qui est à l'origine de l'explosion de la fortune des oligarques. Monsieur Bolloré, qui détient toute une série de télévisions et de radios, Europe 1, CNews, etc., sa fortune personnelle est passée en 2009 de 2,1 milliards d'euros, 2,1 milliards, aujourd'hui à 11,1 milliards. Sa fortune a été multipliée par 5 en 15 ans grâce à ce système de la libre circulation des mouvements de capitaux qui est gravé dans le marbre des traités européens. C'est la raison pour laquelle vous ne me verrez jamais sur CNews ou sur Europe 1. Je suis personnellement interdit d'antenne parce que moi je veux, et de plus en plus de Français veulent sortir de cette Union européenne. Le fameux Frexit. Mais c'est impossible. Et donc il y a une espèce d'omerta en France. On fait comme si la droite et la gauche continuaient à exister. On fait, par exemple, comme si la réforme des retraites, c'était Macron qui la voulait. Mais non, la réforme des retraites, le saccage des services publics, la privatisation à outrance, l'alignement de la France sur l'OTAN vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie, ou bien sur le narratif israélien en Palestine, tout ça nous est imposé par cette construction européenne qui est dans la main de l'oligarchie euro-atlantiste. C'est la raison pour laquelle, et j'en terminerai là,
C'est la raison pour laquelle la France, il faut que Macron s'en aille d'une façon ou d'une autre. Mais si Macron quiconque succédera à Macron, y compris que ce soit le Rassemblement national d'ailleurs ou que ce soit la LFI, ils seront dans la même situation puisqu'ils refusent de sortir de l'Union européenne. On est donc dans une espèce de tragédie grecque qui ne peut se terminer que par une explosion générale. Moi, mon travail politique depuis 18 ans, c'est d'essayer de faire comprendre aux Français qu'il faut absolument sortir de cette construction qui est là, en fait, pour détruire notre pays pour le plus grand profit de l'oligarchie qui a mis la main dessus. Avec le fameux Frexit, on connaît vos travaux, François Asselineau. Le tableau que vous nous avez brossé est assez précis pour comprendre les problématiques que traverse la France, notamment en économie et en perte de souveraineté. Alors j'ai envie de poser une question aussi aux professionnels du droit. François Vannesson parle surtout du... J'ai convoqué il y a quelques minutes la figure de Machiavel en parlant de Macron. Mais on parle depuis ce matin, on sous-entendait dans les débats le fameux article 16 de la Constitution française, un article qui donnerait les compétences exclusives au chef de l'État sans la signature de ses ministres, avec une étendue des pouvoirs dans une situation de crise ou une situation exceptionnelle. Est-ce que selon vous, je parle aux professionnels du droit, est-ce que selon vous, Macron peut-il tabler sur ce fameux article face à cette crise de régime que traverse actuellement l'exécutif français ? Alors ça c'est vraiment un article qui a été prévu en cas de plus de conflits en fait. Pour pouvoir l'imposer, il faut être légitime en fait. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a plus de légitimité populaire, donc il ne pourra pas le saisir. Finalement, c'est aussi probable dans ces cas-là que, pour le coup, il y a une mesure de destitution contre lui, parce que il y aura, si il souhaite l'activer, ça n'a pas été pensé pour ces conditions. Dans ces cas-là, ce qui est sûr, c'est qu'il risque de se mettre à dos l'ensemble des parlementaires qui pourront le faire destituer, parce que pour le coup, ils verront d'ailleurs un nouveau motif, un motif clair pour le destituer. Donc c'est un article qui date de 1940, hein, c'est-à-dire où les conditions étaient plutôt exceptionnelles et de crise très profonde. C'est ça. Allez-y, continuez. Je vous en prie, François Vannesson. Non, après, je voulais rebondir à ce que disait François Asselineau, c'est que justement la conception de l'Union européenne, ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron a une vision post-nationale et post-souveraineté, et ce qui fait que finalement, d'ailleurs, comme il ne peut pas se représenter, son étape d'après, c'est plus l'Union européenne. Et depuis qu'il a été élu, il a souvent favorisé l'Union européenne. Alors moi, je suis pas profondément. Je pense qu'il y a une possibilité entre le Frexit total. Parce que je pense que si la France en fait se retire, il n'y a plus d'Union européenne, donc de toute façon ça veut dire que la France serait à même de changer l'Union européenne, puisque sans la France il n'y a plus d'Union européenne. Donc c'est là où je considère qu'on peut avoir un intermédiaire entre le Frexit et l'Union européenne fédéraliste. Je pense qu'on peut reconstruire une Europe des nations. C'est sans doute ce qui est possible, mais en tout cas Emmanuel Macron, lui, porte avec son groupe et Renaissance une vision complètement fédéraliste. Donc de toute façon, où il n'y a plus de souveraineté française. Et finalement, quand on sait qu'il peut pas se représenter, on peut comprendre aussi sa politique, parce que tout doit l'amener finalement à une nouvelle étape, celle sans doute de vouloir présider une Union européenne. Et c'est d'ailleurs en ce sens, moi, que je peux expliquer le pouvoir même médiatique qu'il a donné à Ursula von der Leyen, qui à la base n'a aucun pouvoir véritablement de représentation des pays de l'Union européenne, et qui pourtant se l'est arrogé sous Emmanuel Macron. Mais alors là où je rejoins en tout cas François Asselineau, c'est qu'on a construit une Europe allemande ces derniers temps, et que de toute façon ce qui viendra après devra rompre d'une certaine manière avec tout ce qui a été fait ces dernières années au niveau de l'Union européenne.
On avait posé la question à Jacques Attali sur une plausible sortie de l'Union européenne. Il avait dit on n'a pas prévu d'article de sortie, on n'a pas prévu de Frexit, tout bonnement. Il avait dit selon les normes juridiques. Hicham Lamisi, alors on est obligé de se poser la question, que cherche Emmanuel Macron avec, on l'a sous-entendu, avec un piétinement des règles démocratiques. On peut parler des dernières législatives de 2022. Mais pour ce qui est des ministres désormais démissionnaires du gouvernement Lecornu, beaucoup d'entre eux ont été balayés par la représentation nationale, dont le Parlement avec le gouvernement Bayrou, et reviennent par un décret présidentiel, puisque Bruno Retailleau, d'après le gouvernement de Lecornu, Bruno Retailleau a été maintenu, Rachida Dati a été maintenu, Gérald Darmanin maintenu, Elisabeth Borne maintenue, Jean-Noël Barrot maintenu, pour ne citer que. François Asselineau a souligné que peut-être il avait un problème avec la réalité, il est dans le déni du réel. Quelle est votre analyse ? Alors moi, je partage tout à fait l'analyse qui a été proposée par François Asselineau, c'est-à-dire d'ouvrir un petit peu une dimension qui relève peut-être du psychologique. Vous avez évoqué le personnage historique de Borgia. Moi, j'évoquerais peut-être celui de Néron dans le cas de Macron, et sans vouloir jouer sur les appellations romaines, parce qu'on avait aussi un personnage romain important qui s'appelait Macron également. Et bien, je crois qu'on a peut-être quelque chose qui est à chercher de ce côté-là, en ce sens où il semblerait que, non pas que Macron soit dans une logique de déni du réel ou d'éloignement du réel, mais peut-être qu'il s'inscrit dans un jeu de politique politicienne, en fait, qui le satisfait d'un certain point de vue et qui s'inscrit bien au-delà de la question des intérêts de la France ou d'une vision à long terme, en fait, pour la France. Et c'est ça, véritablement, qui est inquiétant. C'est-à-dire une forme d'équilibre au milieu du chaos. En quelque sorte, c'est-à-dire un espèce de jeu de pompier pyromane dans lequel il excelle, en quelque sorte, et pour lequel il arrive plus ou moins à tirer son épingle du jeu, c'est-à-dire que dans une logique de guerre de tous contre tous, eh bien, il peut se présenter un petit peu comme le sauveur ou le point de référence et au final assurer une certaine continuité qui est une continuité un petit peu pervertie, avec une manipulation en fait des institutions. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux, parce que durant toutes ces petites manœuvres, en fait, la France n'avance pas, ne propose pas de projet de long terme, ne propose pas de véritable projet de société. Et c'est aujourd'hui une crise pour la France qui dépasse le cadre institutionnel et qui touche de plus en plus à l'existentiel. Et pour aller plus loin, puisqu'il a été question de l'Europe, ce qu'il faut regarder, c'est qu'effectivement, nous sommes en train d'assister à une espèce de fuite en avant dans laquelle un certain nombre de compétences qui ne sont pas dévolues aux institutions européennes ont été tout simplement données dans une logique de forme de coup d'État déguisé, notamment à travers la figure de von der Leyen, qui est censée être une super fonctionnaire et qui se comporte véritablement comme une présidente de l'Union européenne. Eh bien, on a quand même des indices qui semblent nous dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne est en train de se diriger bien dans une dimension de plus en plus autoritaire, et qu'en effet, lorsqu'on parle aujourd'hui de la France, on est confronté à une crise de multiples dimensions. Pourquoi une crise de multiples dimensions ? Parce qu'on a déjà une classe politique qui très clairement est en train de prouver, de démontrer une incompétence assez affolante, assez inquiétante, mais au-delà de ça, on a un blocage institutionnel qui est celui que 80% des grandes décisions stratégiques, en fait, sont décidées à l'échelle européenne par des gens qui n'ont jamais été élus et sur lesquels les Français, en fait, n'ont pas de prise politique. Et pour le peu qu'il reste chez les Français, chez les électeurs français, le blocage politique actuel, la fracturation, en fait, du champ politique fait que, même pour ce petit reste, les Français ne sont pas en mesure de pouvoir intervenir à travers, en fait, un contrôle politique efficient. Et même encore au-delà de ça, nous n'avons pas à la tête de la France de dirigeants visionnaires. C'est-à-dire que si vous comparez avec des chefs d'État que l'on pourrait qualifier d'autoritaires ou de semi-autoritaires dans d'autres points du globe, mais au moins ces derniers portent une vision qui est une vision d'intérêt général, une vision nationale, une vision d'avenir pour leur pays. Or, Macron, aujourd'hui, l'impression qu'il donne avant tout, c'est qu'il se moque en réalité de l'avenir de la France. Je vous interromps, Hicham Lamisi, on reprend notre échange juste après la coupure pub. On revient dans quelques secondes pour évoquer encore la crise du régime français. À tout de suite.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de l'échiquier international consacré à la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu. C'était ce matin qui plonge évidemment la France dans une crise politique, une crise de régime. En tout cas, c'est ce que nous disions avant la coupure publicitaire et on disait que Macron avait peut-être une notion un peu spécieuse de la démocratie. Rien ne compte pour lui, semble-t-il, ni les élections législatives de 2022, qui ont vu pourtant le camp présidentiel perdre sa majorité absolue, ni les élections européennes de 2024, qui ont vu les soutiens au chef de l'État français engranger un score historiquement bas, avec 14%, ni encore les élections législatives de la même année provoquées par la dissolution et marquées par la défaite de la majorité sortante. On peut parler de la chute par 2 voix de l'Assemblée en décembre 2024 et septembre 2025 en régime démocratique. Les messages sont clairs et pourtant Macron opère sans en prendre connaissance, sans en prendre compte. Alors François Asselineau, historiquement, on disait que Napoléon était le fils de la Révolution française. Vous nous disiez que Macron, d'un certain aspect, serait le fils de l'Union européenne, qui se dirige vers une forme de dictature qui ne dit pas son nom. Oui, tout à fait. Enfin, je suis encore une fois extrêmement d'accord avec ce ce qu'ont dit vos autres interlocuteurs, notamment le prédécesseur, qui a une très fine analyse politique de la situation française. Le vrai problème de la France, c'est que les Français ne décident plus. C'est plus eux qui décident sur tous les sujets. Je l'ai dit, sur les services. Il se trouve que les Français, par exemple, ils aiment la justice sociale. Ils aiment les services publics. Ils veulent une sécurité sociale pour tout le monde. Ils veulent une certaine forme d'égalitarisme. Ils aiment bien les Français, dont leur majorité, ou en tout cas une forte minorité, ne veut pas entrer en guerre contre la Russie. Il y a en France un soutien quand même significatif à l'organisation de l'État palestinien et les Français se méfient d'un alignement complet sur la politique de Netanyahou. Ça, c'est en politique internationale. Les Français ne voient pas l'utilité de se fâcher avec la Chine, avec le Brésil, etc. Donc tout ceci, que ce soit en scène politique intérieure ou scène extérieure, en fait, on assiste à des politiques qui sont prises et qui ne correspondent pas à la volonté profonde du peuple français. Il est là le problème de fond. C'est-à-dire que si demain Macron s'en allait, que ce soit quelqu'un d'autre, et on voit d'ores et déjà d'ailleurs les médias oligarchiques qui sont en train de promouvoir des espèces de nouveaux Macron. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, Monsieur Bardella, le Rassemblement national. Ne vous méprenez pas, c'est un nouveau Macron en puissance, puisque le Rassemblement national n'a plus rien à voir avec ce qu'était le Front national de jadis. Le Rassemblement national, il est pour rester dans l'Union européenne, pour rester dans l'euro, pour rester dans l'OTAN. Monsieur Bardella est allé déjeuner avec monsieur Zelensky à Bruxelles, etc., etc. Donc, on a un alignement complet de ce qu'on appelle encore l'extrême droite, mais qui n'est en fait qu'une espèce de clone de Macron. C'est d'ailleurs tellement vrai que vous avez bien vu qu'il y a eu des négociations en secret pour que les macronistes donnent 2 postes de vice-président au Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Et ce que je dis du Rassemblement national, en fait, c'est la même chose du candidat de gauche. En ce moment, on pousse M. Glucksmann, des faux sondages, les médias essaient de pousser la candidature de M. Glucksmann, qui est en fait un agent proche des intérêts américains, qui avait travaillé jadis avec le président Saakashvili en Géorgie, qui est un agent de la CIA. Bon. Donc on a vraiment une scène politique française qui est complètement verrouillée et où tout est fait pour que les Français ne comprennent pas au bout du compte, qui prend les décisions? Alors François Asselineau, comment reprendre la main justement sur tout ça, puisque je vous ai tout à l'heure rappelé la déclaration de Jacques Attali qui disait de toute façon il n'y a pas moyen de sortir de cette Union européenne. Nous les élites entre guillemets, nous avons prévu des articles de loi, des articles juridiques pour sortir de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non. Ça, excusez-moi, mais cette déclaration de M. Attali, vous avez raison, elle a été faite, mais il y a déjà un certain nombre d'années, parce qu'entre-temps, il y a eu le projet de constitution européenne, que les Français, d'ailleurs, ont rejeté. Et d'ailleurs, il est important de comprendre que les 55% de Français qui ont voté non au référendum du 29 mai 2005, il y en avait à peu près 30% qui venaient de la gauche et 25% qui venaient de la droite. C'est la raison pour laquelle le mouvement politique que j'ai créé, et ça c'est vraiment fondamental à comprendre, nous nous positionnons au-dessus du clivage droite-gauche,
exactement comme le Conseil national de la résistance de 1943, parce que De Gaulle, qui était un homme de droite, comme moi je viens plutôt de la droite, De Gaulle avait compris qu'il ne pourrait pas fédérer la résistance s'il ne tendait pas la main au Parti communiste français, qui représentait une part très importante de la résistance en France sous l'occupation en intérieur. De la même façon que le parti que j'ai créé, l'UPR, rassemble des Français de tous les horizons, de droite, mais aussi de gauche, parce que sinon nous n'arriverons pas à avoir ces 55%. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les médias veulent absolument pas que les 55% du 29 mai 2005 se reproduisent. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus de référendum. Parce que pendant les référendums, il y a ce qu'on appelle la fongibilité des électorats, c'est-à-dire qu'il y a des gens de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche qui votent non, on ne sait pas d'où ils viennent. Alors qu'il faut donc maintenir artificiellement un clivage droite-gauche, que l'on me comprenne bien. La droite et la gauche, c'est pas pareil, ça je suis parfaitement d'accord. Mais il se trouve qu'il y a des moments dans l'histoire, notamment dans l'histoire de France, on l'a vu par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, où le clivage droite-gauche n'est plus opérationnel, puisque ce n'est plus les Français qui décident. La seule chose qui soit opérationnelle en ce moment, ce sont les Français de droite et de gauche qui veulent reprendre leur pouvoir en sortant de l'Union européenne. Et pour répondre à votre question, depuis la Constitution européenne et depuis le traité de Lisbonne, il y a maintenant un article, l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui prévoit comment on peut sortir de l'Union européenne. C'est d'ailleurs cet article 50 du TUE qui a été utilisé par les Britanniques entre 2017 et 2020 avec des chaos, enfin bon, ça serait assez chaotique, mais ce n'est pas le sujet, pour finalement sortir le 31 janvier 2020 de l'Union européenne. Donc la preuve a été faite que l'on peut sortir de l'Union européenne de façon juridique. François Vannesson, est-ce que vous avez peut-être un avis sur le Frexit? Qu'est-ce que vous en pensez au fond? Alors, en tant que professionnel du droit, peut-être pas du droit européen, mais du droit constitutionnel français. Alors, il se trouve que moi avant le Frexit, le problème français pour moi, c'est le Conseil constitutionnel depuis 71 qui a supplanté finalement la volonté populaire, puisqu'en fait aujourd'hui on contrôle finalement la conformité des lois à la Constitution, mais dans un bloc élargi et qui a donné la possibilité finalement à des juges non élus de contrôler la volonté populaire. Donc pour moi c'est le premier problème plus que l'Union européenne, puisque derrière aujourd'hui, sans doute dans un processus de Frexit, le Conseil constitutionnel mettrait des bâtons dans les roues. Il se trouve que, contrairement à Monsieur Asselineau, moi je considère que comme l'Union européenne n'existe pas sans la France, ne peut pas exister sans la France, contrairement à l'Angleterre, qui est entrée plus tardivement, et d'ailleurs le général de Gaulle ne voulait pas de l'Angleterre dans l'Union européenne, la France est un des pays fondateurs. Donc, moi, je pense véritablement que la France doit pouvoir faire des coups de force, c'est-à-dire choisir dans l'Union européenne ce qui va dans ses intérêts et signifier clairement que toutes les règles qui vont à l'encontre de ses intérêts, puisque les intérêts européens et les intérêts français ne sont pas forcément les mêmes. Et là, pour une sorte d'Union européenne à la carte, quoi. Oui, avec des États qui s'entendent, comme plus une Europe en fait des nations où on s'entend sur ce qui va dans l'intérêt commun, mais on renonce pas à une souveraineté qui ne peut pas être européenne. Ça c'est la blague de Emmanuel Macron et du macronisme. Il n'y a pas de souveraineté européenne. La souveraineté procède du peuple. Il n'y a pas de peuple européen. Il se trouve qu'on a une histoire commune, mais le peuple français doit retrouver effectivement sa souveraineté. Après, il se trouve qu'on peut partager, faire des traités. Moi, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Asselineau sur la guerre en Ukraine, c'est vrai que c'est typiquement un des sujets sur lesquels la France, qui est dotée de la bombe atomique, donc ça c'est véritablement d'ailleurs le discours complètement lunaire tenu par des macronistes, c'est que la France n'est pas en danger du fait de la Russie. En revanche, en voulant suivre l'Union européenne et des Allemands qui ont des intérêts
en Ukraine, ou des Polonais qui sont un petit peu proches de la frontière avec les Russes et qui peuvent, du fait de leur histoire, avoir des craintes légitimes. Les intérêts français ne sont pas du tout en Ukraine. Et moi, typiquement, je regrette finalement qu'on ait distendu nos liens avec toute la zone Afrique, alors qu'on était beaucoup plus proche. On avait une histoire beaucoup plus construite et commune avec l'Afrique que avec l'Ukraine. Donc en tout cas, moi je pense pas que effectivement il y a aucun candidat à part François Asselineau qui porte aujourd'hui ce Frexit. Le sujet, c'est que effectivement, on pourrait retrouver des marges de manœuvre parce que l'endettement public français est lié en fait à l'euro et au fait qu'on paye la politique de l'Allemagne d'exportation à travers d'ailleurs les sanctions américaines. On voit très bien. La France n'aurait pas dû être exposée à des surtaxes américaines, étant donné sa balance commerciale avec les États-Unis, mais finalement, elle les supporte parce que l'Union européenne dans son ensemble a des excédents commerciaux avec les États-Unis, et finalement, l'accord qui a été trouvé a pour objet de favoriser l'Allemagne. Moi, le sujet que j'ai, contrairement à M. Asselineau, c'est je pense qu'il faut justement que la France retrouve son leadership sur l'Union européenne et que l'Union européenne soit finalement une union, une Europe des nations, mais pas un fédéralisme comme ce que souhaite Emmanuel Macron. Et ce qui est clair, c'est que depuis 2005, quand Sarkozy, le président Sarkozy, quand il n'a pas respecté la volonté populaire en faisant le traité de Lisbonne, c'est là qu'on voit qu'il y a eu finalement une rupture dans la légitimité finalement de la politique pour beaucoup de Français. Finalement, ils se sont dit, finalement, quoi qu'on vote, on nous écoute pas. Et c'est ça qu'il va falloir regagner. En tout cas, dans l'avenir, il faudra regagner cette confiance dans la politique. Et le problème, alors c'était un des autres intervenants qui dit ça. Effectivement, il n'y a plus de politique qui porte un projet parce que aujourd'hui, par exemple, on parle que de dette. La dette, ce n'est pas un projet en soi. C'est un vrai sujet pour la France. Alors après, il se trouve que si on récupérait des marges de manœuvre avec un Frexit, dans ces cas-là, ça pourrait se résoudre d'une autre manière puisqu'on pourrait faire une dévaluation. Bon, il y aurait des conséquences qui seraient aussi dures, mais en tout cas, on aurait des marges de manœuvre. Mais en tout cas, la dette n'est pas un projet. Donc, le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a plus d'hommes politiques aujourd'hui qui portent un projet, et c'est pour ça que la nation française en fait se délite, parce que la nation normalement c'est on se projette, la patrie c'est ce qu'on hérite plus ou moins, et la nation c'est finalement un destin commun. Alors aujourd'hui il n'y a plus aucun politique qui nourrisse ce destin commun. Alors Hicham Lamisi, on a parlé, certains analystes ont parlé en France du pouvoir des juges. Il y a quelques jours, il y a l'ex-chef de l'État Nicolas Sarkozy qui a été condamné à la prison. Est-ce que c'est pas vous allez me donner votre avis, est-ce que c'est pas une certaine manière de ces juges de lancer une espèce d'appel à la vigilance en disant que le niveau de corruption peut-être en France a atteint des sommets, qu'il fallait peut-être mettre le holà par rapport à un état de crise en condamnant le président Sarkozy, qui est une condamnation inédite non seulement en Europe mais dans tout le monde occidental? Alors, il est extrêmement difficile de répondre à cette question en ce sens où il y a deux éléments. Un premier qui relève du droit, de l'application du droit, et d'un certain point de vue, par rapport aux jurisprudences existantes, on peut considérer que Sarkozy a été puni d'une manière un petit peu sévère en l'existence des preuves qui ont été mises en avant. Il y a un autre aspect sur la réalité de ce qu'a fait Sarkozy. Moi, je peux parler en connaissance de cause, puisque j'étais correspondant en Égypte en 2006, entre 2006 et 2010, et j'étais parfaitement au courant de ces questions de financement occulte libyen concernant le futur candidat Sarkozy. Et c'était un secret de polichinelle dans le milieu journalistique et politique caïrote en Égypte à cette époque.
Voilà, pour le dire, parce que c'est important de le rappeler, et qu'en l'occurrence, Sarkozy a même fait beaucoup plus que ce qui est dit aujourd'hui, puisqu'il a détruit la Libye, avec toutes les conséquences derrière, dans une politique qui est très clairement une politique qui a été influencée à la fois par des puissances étrangères, des intérêts absolument contraires à ceux de la France, et en même temps une dimension un petit peu personnelle, parce qu'on sait que Nicolas Sarkozy a voulu se venger de Kadhafi pour un épisode particulier qui a mis en relation en fait l'ancien guide libyen et l'ex-femme de Nicolas Sarkozy, sans vouloir rentrer dans trop de détails. Autre chose par rapport à ce que Nicolas Sarkozy a commis en Libye, c'est-à-dire la destruction de toute une nation, de tout un pays, il faut regarder qu'il y avait encore d'autres intérêts qui étaient liés à l'idée de faire taire en fait celui qui était en possession d'un certain nombre de secrets. Et je tiens simplement à vous inviter à regarder le nombre d'assassinats qui ont été perpétrés ces dernières années en France et qui avaient tous pour point commun un lien direct ou plus lointain avec ces affaires de corruption en Libye. François Asselineau, peut-être un commentaire sur cette condamnation d'un ex-président français qui serait peut-être symptomatique de cette 5e République, qui serait un tout petit peu malade de sa corruption. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la France, il y a 50 ou 60 ans, à l'époque de Charles de Gaulle ou de Georges Pompidou, était connue pour être un pays extrêmement peu corrompu. Voilà, je ne dis pas qu'il n'était pas du tout, mais c'était très très peu corrompu. Et nous sommes maintenant devenus un pays très corrompu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous avons eu l'arrivée au pouvoir de gens de plus en plus cyniques. Et pourquoi les gens sont-ils cyniques? Parce qu'en fait, ils se rendent compte, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, qu'ils n'ont plus les manettes. J'y reviens. Je voudrais revenir d'ailleurs sur ce que disait votre avocat, qui dit, il a raison de dire que il n'y a pas de responsable politique qui apporte un véritable projet politique en France, sauf moi, parce que je me permets quand même de signaler que même si nous sommes interdits des grands médias, sur Internet, notre chaîne de télévision UPR TV, avec 503 000 abonnés, nous sommes le parti politique français qui avons le plus d'abonnés sur YouTube. On n'est quand même pas tout à fait rien. Et c'est d'ailleurs un des vrais scandales de la situation politique française que de voir que le parti qui fait des scores extraordinaires sur Internet, le nôtre, est totalement invisibilisé. Mais pourquoi les autres n'ont-ils pas de projet, justement? Mais parce que nous sommes dans une construction à 27 États et donc que nous sommes obligés de partager les intérêts qui sont opposés aux nôtres dans ce conglomérat de 27. C'est une dissolution, finalement. La construction européenne, elle est fondée sur une erreur de départ. C'est que nous n'avons pas les mêmes intérêts communs. C'est impossible d'avoir, je parlais d'un exemple, pour que votre public comprenne bien, imaginez cet exemple que je citais, où vous auriez tout le Maghreb et toute l'Afrique de l'Ouest, avec 27 États allant jusqu'au Togo ou au Ghana, comprenant l'Algérie, le Maroc, le Mali, la Mauritanie, le Niger, etc., qui seraient ensemble avec une commission africaine de l'Ouest qui fixerait la politique. Après ça, vous ne pourriez pas dire à un responsable politique algérien qu'il n'a pas une vision pour l'Algérie, parce que c'est consubstantiel au fait même d'être dans l'Union européenne. C'est-à-dire que les gens qui disent les responsables politiques n'ont plus de projet, mais si, il y a un projet qui est énorme, c'est l'éléphant dans le couloir, c'est la construction de cette dystopie qui s'appelle l'Union européenne, qui emprunte bien des points communs à la construction du socialisme. Alors, ça n'est pas fondé sur les mêmes présupposés. Dans un cas, c'était l'abolition de l'intérêt individuel, ça c'était la construction du socialisme, mais c'est pas parce que vous disiez que l'intérêt individuel n'existait pas qu'il cessait d'exister. Et puis le deuxième point, c'est lorsque c'est la construction européenne, elle est fondée sur la négation des intérêts nationaux. Alors, mais les intérêts nationaux continuent d'exister. Et moi, ce que je trouve très préoccupant, c'est que la société française est en ébullition et qu'il y a des gens qui essayent d'utiliser des boucs émissaires de part et d'autre de la société française. Vous le savez très bien, avec l'Algérie, les relations entre la France et l'Algérie sont devenues exécrables, alors que mon avis personnel, c'est que la France, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de points communs et de points de coopération avec l'Algérie que, par exemple, avec la Lettonie ou la Lituanie. On fera une émission, François Asselineau. Merci beaucoup. On fera une émission. On arrive juste malheureusement à la fin de notre émission. Je voulais poser une dernière question. Alors, quels sont les chemins ou les scénarios qui se
s'offrirait au chef de l'État Emmanuel Macron actuellement. Est-ce qu'il pourrait nommer un nouveau Premier ministre? Est-ce qu'on se dirigerait vers une nouvelle dissolution? Ou est-ce que tout simplement on s'attend à, bon, le scénario est peu probable, à sa propre démission? Une phrase chacun pour conclure. Allez-y, François Asselineau. La logique voudrait qu'il démissionnât, il ne le fera pas. Donc la deuxième possibilité qu'il a, c'est la deuxième logique, ça serait qu'il dissolve l'Assemblée nationale. Ça me paraît le minimum, mais il n'est pas sûr que la nouvelle Assemblée nationale réglera le problème. En tout cas, ça permettra de gagner du temps. Il y a une troisième possibilité, c'est qu'il ne fasse rien et qu'il essaye de nommer un 8e, 9e, 10e Premier ministre, auquel cas la situation risque de s'aggraver encore. Votre avis, Hichem Lamisi? Emmanuel Macron ne démissionnera pas, il n'y pense même pas. Sa devise, elle est très simple, c'est « après moi le déluge ». Le mot de la fin pour François Vannesson. Comment vous voyez l'avenir, enfin à moyen terme? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il a essayé, là, visiblement, d'imposer à nouveau Sébastien Lecornu pour un nouveau gouvernement, mais Sébastien Lecornu a refusé. Moi, je vois que la dissolution. Effectivement, je ne pense pas que Macron démissionnera. La question, c'est est-ce que les partis politiques s'entendraient après pour le faire tomber, puisqu'en fait, pour le coup, il y a une procédure de destitution qui a été mise. En tout cas, il ne servira plus à rien, ça c'est sûr. Merci. On arrive à la fin de notre émission. Malheureusement, je voulais remercier François Asselineau, homme politique français, président de l'Union populaire et républicaine. Merci d'avoir été des nôtres également. Hichem Lamisi, analyste en géopolitique. Merci Hichem d'avoir répondu présent également. Il est avocat, enseignant. François Vannesson, c'était une première. Merci pour ces éléments d'analyse. Et je vous dis à bientôt. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur L24 News. Et on se retrouve samedi.